Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier. Donc, je suis ravi de vous recevoir ce soir on est le mercredi 14 juin, il est 20h15 à peu près. Donc, on est là pour cette troisième émission de cette série sur le rôle clé des ondes électromagnétiques. Et donc, cette émission sera consacrée au rayonnement ionisant. Et donc, Urmi va nous présenter donc ce que sont les rayonnements ionisants et leurs éventuels dangers, voire leur intérêt aussi pour peut-être la santé, je ne sais pas, mais en tout cas pour la technologie, certainement. Voilà. Donc, merci beaucoup de me donner la parole. Et donc, on va parler en fait du nucléaire. Et je vais commencer par un bref historique de la découverte de la radioactivité. Donc, en 1895, c'est l'année de la découverte des rayons X. C'est un nouveau type de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire capable d'extraire les électrons des atomes et des molécules. Donc, c'est ça qui caractérise les rayons X. Puis l'année d'après, c'est la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel dans le cadre de son étude expérimentale des substances fluorescentes et des rayons X. Et il a trouvé que sans apport externe d'énergie, l'uranium émettait un rayonnement qui, contrairement aux rayons X, pouvait être dévié par les champs électriques ou magnétiques et être capturé par des plaques photographiques. Et c'est alors que Marie et ensuite Pierre Curie ont décidé d'étudier ce phénomène mystérieux, et le terme radioactivité, on le doit à Marie Curie. En 1898, en tentant d'isoler l'uranium de ce qu'on appelle la pêche blendée, je ne sais pas comment on prononce en français, ou un autre, c'est aussi connu sous le nom de uraninite. Donc, en tentant d'isoler l'uranium, les Curie ont découvert un nouvel élément, le thorium. L'année d'après, en 99, ils ont découvert le radium, et tous deux présentant des propriétés radioactives naturelles. En 1901, Paul Villard a observé que les rayons émis par les matériaux radioactifs, c'est-à-dire les rayons gamma, sont plus pénétrants que les rayons X. Et on a constaté que l'ionisation se produisait même en l'absence de sources connues de matériaux radioactifs. Et donc, c'est la découverte de l'existence d'un rayonnement terrestre radioactif incessant. L'année d'après, donc, comme vous le voyez, ça s'est précipité vraiment, l'évolution de la physique à l'époque. En 1902, les physiciens Ernest Rutherford et Frédéric Soddy ont découvert qu'en émettant divers types de rayonnement, le thorium, qui avait été découvert par les Curie, se transmute en un nouvel élément selon des règles systématiques et précises, dues à des changements dans sa structure atomique plutôt que chimique. En d'autres termes, que certains éléments sont instables. Leurs travaux a donc fait voler aux éclats la croyance en l'immuabilité des atomes, c'est-à-dire qu'on avait cru que les atomes ne pouvaient, étaient totalement stables, qu'ils ne pouvaient pas se désintégrer. Leurs travaux ont fait voler en éclats cette croyance, et Rutherford a donné les règles mathématiques décrivant le temps mis par les éléments radioactifs à se désintégrer, c'est-à-dire à se transformer spontanément en d'autres éléments, et a inventé l'expression probabiliste de demi-vie pour décrire le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié de la quantité d'une substance radioactive. Pourquoi la moitié? Donc, le moment de l'explosion d'un noyau atomique donné est imprévisible.
et des observations répétées d'un gramme de radium contenant de multiples noyaux nous permettent de savoir quelle proportion se désintégrera dans un intervalle de temps donné, mais on ne peut pas dire lesquels se désintégreront. On ne peut pas donc prédire, comme je dis, lesquels parmi ces noyaux se désintégreront et lesquels ne se désintégreront pas. Mais on peut dire quelle proportion se désintégrera dans quel laps de temps. Il a alors été estimé que la demi-vie de l'uranium est de 4,5 milliards d'années et celle du radium de 1600 ans. Et c'est à ce moment-là, donc au début du XXe siècle, que la recherche sur la radioactivité a pris deux chemins qui ont de plus en plus divergé. L'un, son but était de comprendre, et là, il y a certains parmi les grands noms, il y a le physicien Arthur Holmes et le géologue Chamberlain, qui ont rapidement reconnu l'importance de la radioactivité dans l'histoire thermique de notre planète. Et la géologie a enfin pu être fondée sur des bases solides. Par ailleurs, la pénétrabilité des rayons gamma est encore aujourd'hui en train de permettre l'amélioration de nos prédictions des éruptions volcaniques. Et non seulement cela, mais aussi en archéologie, par exemple, de déceler des secrets. Et toutes ces évolutions sont extrêmement belles, mais ici, on va se concentrer sur l'autre chemin. Et l'autre chemin, ce n'était pas le chemin de la compréhension, mais de la productivité, c'est-à-dire de constamment produire. Donc, dans les années 1920, les physiciens ont découvert une réaction de type autre qu'une réaction chimique, qui est connue aujourd'hui sous le nom de réaction nucléaire, où les protons et les électrons interagissent et où différentes particules résultent de cette interaction. Par exemple, la chaleur du Soleil est due au fait que c'est à l'initiale des atomes d'hydrogène qui interagissent avec des électrons. Ça donne de l'hélium et aussi des électrons. Mais la masse totale d'hélium et d'électrons produite est inférieure à la masse d'hydrogène et d'électrons initiaux. Et donc, il y a une émission constante d'énergie. Et c'est de là que nous vient essentiellement l'énergie qui maintient la vie sur Terre. La radioactivité naturelle sur Terre posait un problème majeur. Elle est trop diffuse pour être étudiée en tant que telle. Il était donc nécessaire d'en augmenter la concentration. Et c'est ce qu'ont fait les Curie. Mais il n'était pas nécessaire de constamment concentrer pour appliquer la radioactivité à des fins de compréhension. Or, les Curie n'ont cessé de tenter de concentrer de plus en plus. Selon l'historien Xavier Roquet, l'historien catalan, pour Marie Curie, donc je cite Xavier Roquet, l'identification, l'isolement, la concentration sont devenus une fin en soi plutôt qu'un moyen pour l'investigation de la composition la plus profonde de la matière. Bref, l'objectif était circulaire, étudier les propriétés de la matière afin de permettre la production de, et je recite Xavier Roquet, quantité encore plus importante. Le nom de Curie est associé à la transformation, surtout de Marie Curie, à la transformation du scientifique en chercheur technicien. Il s'agissait d'une décision délibérée de sa part, qu'elle n'a jamais remise en cause. Dès le départ, elle a été proche d'une industrie chimique déjà existante et a contribué à la création de l'industrie naissante du radium, qui a été fondée essentiellement par les Rothschild. Et les Rothschild ont financé aussi ses travaux. Et le laboratoire des Curie a fourni à cette industrie à la fois l'expertise technique et la main-d'œuvre nécessaire.
La capacité des rayonnements de pénétrer profondément avait bien sûr suggéré très rapidement son potentiel médical, notamment en tant que traitement du cancer. Donc là, c'est un autre problème, mais on ne va pas rentrer dedans. Simplement, pour vous dire, en 1906, une once de radium coûtait déjà 75 000 dollars en raison de son utilisation médicale, alors que les coûts de fabrication restaient faibles. Donc, dès le début, le profit était à la base de cette recherche. Donc, on va plutôt parler de l'application qui a mené à la bombe atomique. Comprendre la nature de l'énergie stupéfiante à la base de l'univers et de la vie n'était pas suffisante dans l'état d'esprit de productivité. Et donc, on a voulu reproduire la méthode avec laquelle le Soleil et les étoiles en général la produisent. Donc, les réactions nucléaires. La quantité de substances radioactives requise pour une production efficace d'énergie ne peut être fournie par les méthodes de concentration. Et la création artificielle de radioactivité est nécessaire. Et donc, cette création a pris au moins une décennie. En 1932, deux membres de l'équipe de Rutherford, que mentionné précédemment, ont réussi à fissionner l'atome, l'énergie libérée étant bien plus importante que celle introduite, mais il y avait encore un très gros problème d'inefficacité. Et c'est en 1938 qu'en collaboration avec Lise Meitner, Otto Hahn a induit des réactions nucléaires et en divisant le noyau de l'uranium-235 par ce processus de bombardement. Il faut savoir que Otto Hahn était précédemment le collaborateur de Haber. Haber, qui c'est celui qui est derrière les gaz moutardes. Donc, la bombe atomique est devenue envisageable dès 1932, dès les travaux de Rutherford, mais à l'exception de Max Born, le physicien Max Born, les scientifiques ont refusé de l'admettre, bien que ce soit devenu évident pour des profanes, notamment pour le critique littéraire Desmond McCarthy, qui a écrit à ce moment-là, donc je cite McCarthy, le destin de l'homme est passé des mains des politiciens à celle des scientifiques qui ne savent pas ce qu'ils font, mais qui transmettent la responsabilité des résultats à ceux dont le sens de la mesure et le savoir sont inadaptés aux situations créées par la science. Bien sûr, le développement effectif de la bombe était loin d'être acquise dans les années 30, et ça a exigé un capital humain, technique et financier massif et une organisation ainsi qu'une infrastructure inédite. Ça n'a été possible que parce que les meilleurs scientifiques de l'époque n'ont cessé de faire pression sur les gouvernements à cette fin. Et en particulier, malheureusement, il faut mentionner Einstein. Sans sa lettre, en fait, il y a eu plus que la lettre qui est devenue fameuse qu'il a écrite à Roosevelt. Il a fait pression constamment. C'est tragique pour quelqu'un qui était l'un des grands pacifistes de l'époque d'avant-guerre. Et après la guerre, il n'a pas pu accepter ce qu'il a fait. Et c'est très intéressant humainement. Il a constamment nié avoir fait autre chose que d'avoir écrit une lettre à Roosevelt, alors qu'il a vraiment, vraiment harcelé pratiquement le gouvernement américain pour qu'il s'active. Donc, c'est vraiment humainement tragique. Il n'y a rien de plus tragique que ça. Et donc, en conséquence, ça a donné lieu au projet de collaboration le plus prodigieux jamais réalisé, impliquant des milliers de scientifiques,
connu sous le nom de Projet Manhattan, guidé par les esprits les plus brillants et dirigé par les militaires, et tout cela dans le but de tuer des millions de civils. Et selon Laura Fermi, l'épouse de l'un des plus éminents participants, Enrico Fermi, le grand physicien italien, lui et ses collègues ont procédé sans, je cite Laura Fermi, sans visualiser une destruction dont ils avaient calculé l'équivalent en tonnes de TNT avec la plus grande précision. L'esprit même dans lequel en fait le projet de Manhattan a été mené symbolise une recherche en laboratoire hautement mathématisée qui tourne le dos à l'environnement naturel et humain. Malgré le recul, la même attitude désinvolte qui existait déjà avant, surtout dans le laboratoire des Curie, et a continué de régner. Donc, toute la recherche en fait sur la radioactivité, celle orientée vers la productivité, s'est faite un peu comme si c'était un jeu. La bombe a été surnommée par les physiciens le gadget. C'était un jouet avec lequel les chercheurs s'amusaient. S'amusaient, c'est l'expression utilisée par Laura Fermi, dans leur isolement privilégié à Los Alamos, parce qu'ils étaient tous... il y avait ce centre de Los Alamos qui était hyper secret, où ils étaient tous installés. Et donc, ils jouaient avec toute l'excitation du secret. Et ils ont accepté la censure de leurs travaux et ont ainsi torpillé la nécessité de transparence sans laquelle il ne peut y avoir de véritable science. Et le 6 août 1945, la bombe a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, tu peux peut-être montrer la diapo. Donc là, on estime que 35% de l'énergie totale de la bombe atomique sur Hiroshima a été libérée sous forme d'énergie thermique, donc 35% sous forme d'énergie thermique, 50% sous forme d'énergie explosive et 15% sous forme d'énergie radioactive. Les 35%, c'est-à-dire l'énergie thermique, ça veut dire des rayons ultraviolets, visibles et infrarouges. Et donc, ces 35% ont donné lieu à 60% des décès. L'énergie explosive a donné lieu à 20% des décès. Et donc, il reste 15%. Et donc, l'énergie radioactive a donné lieu à 15% il reste 20%, donc a donné lieu à 20% des décès. L'énergie radioactive se divise en deux types. Il y a le rayonnement initial et le rayonnement résiduel, c'est-à-dire qui a lieu avec le temps. Le rayonnement initial est celui qui est directement libéré par l'explosion sous forme de rayons gamma et de neutrons. Et le rayonnement résiduel provient de la radioactivité induite dans le sol et dans les matériaux de construction causés par le bombardement, les fragments de fission et les parties non fissionnées de la bombe atomique. Les cellules du corps humain subissent des lésions dues aux radiations qui se manifestent soit immédiatement, soit longtemps après l'incident, allant de quelques jours à en fait quelques années. De nombreuses personnes qui n'avaient pas été exposées au rayonnement initial ont développé des maladies dues à l'exposition aux résidus. En 1973, des effets ont été observés sous de nouvelles formes, notamment par le physicien indien, le docteur G.S. Pant, qui était spécialiste de la médecine nucléaire et qui est allé à Hiroshima et à Nagasaki pour faire des expériences. Et ces conclusions sont corroborées par d'autres études des années 60 et 70. Donc là, je
fait une grande citation du papier qu'il a écrit en conséquence. La composante neutronique qui cause des dommages plus graves aux cellules que le rayonnement gamma était beaucoup plus importante à Hiroshima qu'à Nagasaki. Les dommages cellulaires causés y sont donc plus nombreux et plus intenses, c'est-à-dire irréparables. Des effets tardifs sont apparus chez ceux qui étaient par ailleurs en bonne santé. Donc, ils sont apparus sous la forme de kéloïdes, de tumeurs malignes, de troubles ophtalmologiques, de troubles psychoneurologiques, de retard mental chez ceux qui ont été exposés in utero, donc les enfants qui n'étaient pas encore nés à l'époque, mais déjà conçus. Les effets cytogénétiques, c'est-à-dire la génétique des chromosomes et génétiques, sont également très préoccupantes. L'incidence de la leucémie, donc le cancer du sang, chez les survivants des bombes atomiques a connu un pic entre 1950 et 1960, avec une diminution par la suite. L'incidence d'autres cancers a augmenté après les années 60. Une corrélation nette a été observée entre la dose de rayonnement reçue et l'incidence du cancer. Et le site le plus sensible aux dommages causés par la radiation est le noyau de la cellule, et donc il y a dégradation de l'ADN. Tous les survivants qui ont été exposés de manière proximale présentaient des aberrations chromosomiques dans leur sang périphérique et leur moelle osseuse. Donc c'est ce qu'il a trouvé en 1973. Il continue, les études ne montrent pas de dommages génétiques néfastes chez les enfants des survivants exposés. Toutefois, l'absence d'effets génétiques ne doit pas être considérée comme une preuve que les radiations ne produisent pas de troubles héréditaires. Il existe de nombreuses preuves provenant d'expériences sur les plantes et les animaux indiquant que les radiations produisent des effets génétiques. Les données humaines disponibles sont trop faibles par rapport aux normes génétiques et le temps écoulé est également insuffisant pour qu'une mutation se manifeste. Il faut donc que de nombreuses générations s'écoulent avant que ces effets aient lieu. Les survivants peuvent se sentir soulagés car leurs enfants ne présentent aucune anomalie génétique, mais les enfants ne peuvent jamais se sentir libérés de la crainte de porter en eux des mutations récessives qu'ils transmettront à la génération suivante. Fin de citation. Et depuis quelque temps, il y a une omerta totale sur le niveau de radiation à Hiroshima et Nagasaki. Vous pouvez chercher sur Internet, vous ne trouverez rien. D'après une journaliste japonaise qui a enquêté ces dernières décennies sur le sujet, et elle m'a dit que quand elle était enfant, ils ont été à Hiroshima avec leur école et on leur avait dit on ne restera pas longtemps, faites attention parce qu'il y a de la radiation. Et je veux faire une citation de Gandhi. Il a écrit en 1944, donc juste après le bombardement. Donc, je le cite, « La bombe atomique a engourdi les sentiments les plus purs qui ont soutenu le genre humain depuis fort longtemps. Il y avait de prétendues lois de guerre qui la rendaient tolérable. Maintenant, nous comprenons la vérité nue. La guerre ne connaît aucune loi sauf celle de la force. La bombe atomique a apporté une victoire stérile aux armées alliées. Elle a entraîné pour le moment la destruction de l'âme du Japon. Il est encore trop tôt pour dire ce qu'il est advenu de l'âme de la nation destructrice. » Fin de citation. Donc, dans chaque cas, je veux dire, il s'agissait d'un choix personnel de s'impliquer ou non dans la production de la bombe. Chacun aurait pu décider de ne pas le faire. Comme mentionné déjà précédemment, Max Born est l'un des rares physiciens, voire le seul, à s'en être tenu à l'écart. Bien sûr qu'il considérait, je cite Max Born, le régime nazi comme le plus grand mal qui ait jamais frappé la race humaine,
et souhaitait sa destruction de tout son cœur, mais considérait, donc je le recite, l'idée de briser Hitler en tuant des gens ordinaires, des femmes et des enfants, absurde et détestable. Fin de citation. Il n'a été entendu que par un ou deux de ses étudiants qui ont abandonné des carrières prometteuses en physique. Même Einstein, son ami de toujours, s'est éloigné de lui. Donc j'ai déjà mentionné le rôle d'Einstein avant. Donc, en 1944, donc le projet de Manhattan a commencé en 1942. En 1944, les chercheurs de Los Alamos ont reconnu les dangers encourus, comme le révèle une communication de Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet. Donc, je cite Oppenheimer. La suspicion que plusieurs grammes de plutonium-49 sont dispersés quelque part dans le bâtiment D n'est pas agréable. En plus de sa grande valeur, ce matériau constitue un danger certain pour la santé. Fin de citation. Nonobstant, ils ont continué à faire prendre des risques inconsidérés à leurs assistants et aux résidents locaux. Les accidents n'étaient pas rares, mais rien ne les a fait interrompre le déversement des déchets nucléaires dans les fossés. Beaucoup ont par la suite développé des cancers et autres maladies connues pour être liées à l'exposition. En fait, après plus d'un demi-siècle, les alentours restent toujours contaminés par les particules radioactives. Et ils ont été en fait même plus loin. Pour étudier l'effet du plutonium sur l'homme, il a été décidé, avec la coopération du personnel médical de Los Alamos, de procéder à des expérimentations humaines consistant à injecter du plutonium au personnel du projet Manhattan à leur insu. Ces expériences ont été effectuées après la guerre sur des milliers d'Américains sans méfiance dans tout le pays, y compris des enfants. Et ce n'est qu'en 1993 que cette affaire dissimulée pendant près de 50 ans a fait l'objet d'une enquête et a été révélée par la journaliste Eileen Wilson. Donc très rapidement, la bombe atomique a été remplacée après la guerre par la bombe à hydrogène. L'énergie que celle-ci dégage est des milliers de fois supérieure à celle de la première. Pour citer Max Born, la bombe à hydrogène est, donc je le cite, une invention absolument diabolique. Fin de citation. Oppenheimer, le père de la bombe atomique, qui à côté n'est rien, a tenté en vain de s'opposer à son développement. Le complexe militaro-industriel était maintenant solidement ancré. Et dorénavant, à partir maintenant, je veux dire, dans les temps actuels, de l'avis de l'Association International Physicians for the Prevention of Nuclear War, donc l'organisation internationale des médecins pour la prévention de la guerre atomique, une guerre nucléaire pourrait mettre fin à toute vie humaine sur Terre. Néanmoins, et je les cite, depuis la fin 2009, il existe encore approximativement 23 360 armes nucléaires dans quelques 111 sites dans 14 pays. Et presque la moitié de ces armes sont actives ou en déploiement opérationnel. Par ailleurs, des bombes à uranium appauvri ont été utilisées par les armées britanniques et américaines depuis la guerre du Golfe en 1991. Ils ont été utilisés au Kosovo en 98-99. Ils ont été aussi utilisés en Libye en 2011. Et je n'ai pas de données pour la Syrie, mais peut-être qu'ils ont aussi été utilisés là-bas, je ne sais pas. Bien que l'US alors qu'ils ont été utilisés, alors que l'US Army Environmental Policy Institute et les médecins de l'armée britannique admettent depuis 1943
qu'elles peuvent potentiellement générer des conséquences médicales considérables. Pourquoi le savent-ils depuis 1943? Parce qu'en 1943, le physicien James B. Conant du projet Manhattan a alerté le General Groves, en charge du projet Manhattan, que, je cite Conant, la quantité nécessaire pour provoquer le décès d'une personne inhalant ces poussières est extrêmement faible. On estime que la présence d'un millionième de grammes dans le corps d'une personne serait fatale. Il n'existe pas de méthode connue de traitement pour un tel blessé. Fin de citation. Et par exemple, dans certaines régions d'Irak où ces bombes ont été utilisées, les malformations congénitales sont maintenant extraordinairement élevées. Et en effet, l'uranium appauvri, pour dire qu'il n'est pas dangereux, on dit qu'il est, qu'il est à 40% moins radioactif que l'uranium naturel chimiquement purifié et concentré, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il est des milliers de fois plus radioactif que l'uranium à l'état naturel dans la terre et la roche. Et puisqu'il faut plus de 4 milliards d'années pour que l'uranium se désintègre, il n'est pas insensé de penser que ces régions ne sont peut-être plus sûres comme habitat humain. Donc, parlons un peu maintenant plutôt de l'énergie nucléaire civile. Les données empiriques sur la nocivité des rayonnements à haute dose se sont accumulées dès le début, ça c'était connu. En 1927, il avait notamment été observé expérimentalement qu'elles peuvent induire des mutations génétiques et donc que les effets pouvaient se manifester sur plusieurs générations. Et malgré cela, les chercheurs ont persévéré. À part le cancer, c'est la question de l'énergie qui a largement motivé la recherche sur la radioactivité, celle qui était orientée vers la production. Et dès 1909, le potentiel énergétique des éléments radioactifs a été porté à l'attention du public par le physicien Soddy, dont on a parlé, qui travaillait avec Rutherford. Et le scientifique, l'écologiste russe Vernadsky aux États-Unis Tesla ont été immédiatement convaincus de sa faisabilité, c'est-à-dire dès les années donc 20, et même avant. Tesla, en 1913 ou 11, il a écrit en faveur de l'énergie nucléaire. Et dans les années 30, un autre grand physicien a rejoint leur rang, c'est Ernest Lawrence. Certes, pour certains comme Rutherford, ce n'était que de l'ordre du rêve, mais seulement à cause des insuffisances des moyens dont, pour le citer, nous disposons actuellement et des connaissances actuelles. Il faut dire qu'en ce qui concerne l'application civile, même Max Born a soutenu ce but. Tous étaient donc sûrs qu'un jour on y parviendrait, et dans le cadre de la croissance constante nécessaire, c'est précisément ce qui a été visé. L'appât d'énergie illimitée était tel qu'on s'est précipité sans se poser les vraies questions, à commencer par la question fondamentale. Pourquoi ce besoin d'énergie illimitée? Est-ce essentiel pour le bien de l'humanité ou pour le bien du modèle économique en place? Or, même en 2020, les ménages aux États-Unis, donc le pays le plus consommateur d'énergie, consommaient moins de 25% d'électricité. Donc, la consommation des citoyens ordinaires est très faible. Donc, ce n'est pas pour eux qu'on a besoin de tant d'énergie. Par ailleurs, on savait dès le début que la radioactivité terrestre naturelle résulte de la désintégration. On savait, grâce donc à la science, que l'endroit le plus proche de la Terre où il y a toujours des réactions nucléaires naturelles est le Soleil.
c'est-à-dire à quelques 150 millions de kilomètres, et que la vie sur Terre ne serait pas possible si ces réactions avaient lieu plus près de nous. Et pourtant, on ne s'est pas interrogé sur les conséquences sur l'environnement et la santé que pourrait produire la tentation d'imiter cette méthode. Donc, des études scientifiques suggéraient que, en plus, que Homo sapiens n'est apparu qu'après une atténuation substantielle des rayonnements naturels, pardon. Donc, après une atténuation substantielle des rayonnements naturels, il doit bien y avoir une raison pour cela. Et peut-être bien que toute quantité ajoutée par l'homme, même faible, n'est pas souhaitable pour nous. Qui plus est, contrairement à ce que l'on prétend généralement, on avait à l'époque des données sur les risques liés au rayonnement à faible dose. En effet, dans les années 1920, plusieurs des femmes employées par une industrie créée pour produire de la peinture phosphorescente donc ces femmes étaient encouragées à manipuler leur pinceau avec leurs lèvres. Elles ont développé de graves problèmes de mâchoire et de dents, devenues infirmes, en proie à d'atroces souffrances. Elles sont mortes du cancer. Et pourquoi ces peintures? Simplement pour créer des montres phosphorescentes que tout le monde s'achetait à l'époque. Comme je vous dis, les scientifiques ont montré ça comme si c'était un jeu, comme quelque chose. Oui, c'est assez. Je veux dire, ça pose beaucoup de questions. Et donc, aucun des éminents scientifiques travaillant dans le domaine de la radioactivité ne s'est présenté pour témoigner au procès qu'elles ont fait contre leur employeur et pour établir le lien entre leur activité et les dommages causés à leur santé. Le radium contenu dans la peinture était dans des proportions extrêmement faibles, de sorte que les cancers dans ce cas étaient bien moins une question d'exposition limitée à de fortes doses que d'une exposition à long terme à de faibles doses. Par ailleurs, on savait depuis le début du XXe siècle que les effets d'une exposition à long terme aux rayons X, qui sont bien moins pénétrants que les rayons gamma, etc., que ces effets étaient nocifs. De plus en plus de données s'étaient accumulées vraiment depuis le début du XXe siècle. Et il est par ailleurs évident que la morbidité et la mortalité liées à une exposition à long terme à de faibles doses peut prendre du temps pour se développer et le lien de cause à effet peut être trop complexe pour être évalué par des médecins non formés à ce sujet. Donc l'absence de signalement n'est pas gage d'innocuité. Tout ceci justifiait des études à long terme tenant compte des effets sur l'environnement et la santé. Au lieu de cela, les applications précipitées ont suivi une recherche en laboratoire. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alice Stewart, une merveilleuse scientifique à Oxford, a établi un lien certain entre l'exposition à de faibles doses de rayons X et des dommages sur la santé, mais aucune mesure n'a été prise. Ces résultats n'ont été que difficilement acceptés. La marche implacable vers la création de l'industrie nucléaire a continué. Peu de voix scientifiques se sont élevées. Et comme je l'ai dit, même Max Born considérait l'énergie nucléaire comme le salut des sociétés humaines une fois les combustibles fossiles épuisés. Par ailleurs, depuis le début des premières années 1900, la science avait déjà montré que ces substances mortelles avaient de stupéfiantes demi-vies. Alors pourquoi le problème des déchets et celui d'éventuels accidents ou incidents n'ont-ils pas été pris en compte? La question se pose. Et ce n'est
que dans les années 70 qu'on a commencé à débattre de ce problème majeur, mais il était trop tard. L'industrie du nucléaire, héritier de l'industrie du radium, était déjà née. Pour l'économiste E.F. Schumacher, qui a écrit le livre renommé Small is Beautiful, je le cite, le danger que fait courir à l'humanité l'utilisation de l'énergie atomique à des fins prétendument pacifiques peut se révéler bien plus grave que celui de ses applications militaires. En effet, alors que l'homme peut maintenant créer et crée effectivement des éléments radioactifs, il n'a nullement le pouvoir de réduire leur radioactivité une fois qu'il les a créés. Fin de citation. Cette opinion est confirmée par les conclusions de l'équipe officielle désignée par le gouvernement britannique en 1972 pour étudier ces questions. Donc, je cite une partie de ces conclusions. À la différence d'autres matières polluantes, les matières radioactives ne peuvent être détruites. Et contrairement à la plupart donc, des technologies, on ne peut donc, en cas de difficulté, éradiquer et oublier les effets désastreux. Revenir en arrière n'est pas possible. Les effets continueront, on peut dire, pour l'éternité, puisque les durées impliquées vont bien au-delà de l'imagination. Une fission nucléaire émet parmi d'autres éléments de l'iode 129 qui prend 15,7 millions d'années pour se désintégrer. C'est pourquoi les désastres nucléaires ne peuvent être comparés comme ils le sont parfois à des accidents ponctuels tels des crashs d'avions. Et donc, bien sûr, se pose la question du stockage en toute sécurité des déchets nucléaires ayant une longue durée de vie. Ces déchets s'accumulent à un taux exponentiel. Les barres de combustible usés qui émettent 99% de leur radioactivité doivent d'abord être refroidies et donc mises temporairement dans des bassins. Néanmoins, ces bassins, par manque de lieux de stockage permanent, sont devenus depuis longtemps saturés, accroissant le danger d'une chaîne de réaction nucléaire. Au Japon, d'après Hiroshi Tazaka, ancien conseiller spécial de Naoto Kan, le Premier ministre, lorsque la catastrophe de Fukushima a débuté. Donc, je le cite, la capacité de stockage dans les centrales nucléaires de la nation atteint ses limites. Donc, il a dit ça en 2010 ou 2011, je ne sais. Donc, le stockage permanent devra se faire dans des containers scellés, capables de résister pendant des milliers, voire des millions d'années à des périls multiples, non seulement à la corrosion externe, mais aussi à la radioactivité interne. Est-il vraiment possible de fabriquer des récipients à la solidité éprouvée qui ne se dégraderont ni avec le temps, ni à cause d'aléas géologiques? Même si certains pensent que la céramique a les qualités requises, peuvent-ils réellement garantir que toutes les précautions sont prises malgré les coûts élevés appliqués et que les générations futures ne se retrouveront pas dans la situation que nous rencontrons aujourd'hui aux États-Unis? Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les cuves de stockage des déchets datant des années 45 à 87 ont commencé à fuir il y a déjà plus d'une dizaine d'années. D'ailleurs, ces containers devront être enfouis profondément dans le sous-sol, dans des régions qui ne seront pas affectées par des tremblements de terre et avec peu de nappes phréatiques, car celles-ci pourraient corroder les barils et relâcher du matériel radioactif. Or, quelle région possède les caractéristiques de sûreté nécessaires? Aux États-Unis, le site choisi était les montagnes du Yucca au Nevada. Or, il s'agit là d'une crête volcanique. Les environs ont connu depuis 1976 plus de 620 événements sismiques entre donc 1976 et 2010. De toute manière, le projet a été abandonné en 2010 pour des raisons budgétaires.
Entre-temps, bien sûr, les barres de combustible usés continuent de s'accumuler dans les bassins de refroidissement. Quant au réacteur endommagé de Tchernobyl, étant donné la demi-vie de 80 millions d'années des 16 tonnes de plutonium à l'intérieur de ce réacteur, étant donné l'improbabilité de découvrir un matériau capable de résister au temps pour une aussi longue période, la question est, avons-nous condamné les générations futures à reconstruire régulièrement la structure de confinement, donc pour ainsi dire, ad aeternam? Et la guerre en Ukraine, les groupes extrémistes néo-nazis, bien sûr, soulèvent de sérieuses inquiétudes. Le Forum de Tchernobyl, un rapport officiel d'experts incluant des membres de l'OMS et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont le but est de promouvoir des technologies nucléaires pacifiques sans danger, estime le nombre de décès dus à l'accident de Tchernobyl de 86 négligeable, autour de 4000. Quant au désastre de Fukushima, d'après l'OMS, les risques sanitaires dus aux fuites radioactives sont assez faibles. Or, plusieurs scientifiques estiment les chiffres officiels de mortalité proches d'1 million pour Tchernobyl. Entre 1987 et 2002, le taux d'hyperthyroïdie congénitale a augmenté de 73% aux États-Unis et de 138% dans l'État de New York. Des augmentations ont aussi été observées en Europe. Qui plus est, beaucoup pensent que les pires effets sont encore à venir. Quant au désastre de Fukushima, il y a encore peu d'informations collectées par des organismes indépendants. Seule une explosion atomique majeure tuerait tout être vivant dans un certain périmètre de l'accident. Sinon, les effets d'une catastrophe nucléaire, comme je l'ai déjà impliqué, ne sont pas immédiats, mais se font sentir à long terme. Donc, c'est seulement avec le temps qu'on peut éventuellement observer une augmentation des cancers et autres maladies provoquées par les radiations. D'après le spécialiste et ingénieur en chef des centrales nucléaires Arnold Gundersen, je le cite, Fukushima est pire que Tchernobyl avec une fuite de radiation des cœurs de réacteurs et des barres de combustible usées équivalentes à des fuites de 8 cœurs de réacteurs combinés. Fin de citation. Par conséquent, lui et d'autres scientifiques pensent que le nombre de victimes s'élèvera à près d'1 million avec le temps. Il semble que la pénétration d'une mixture radioactive de la centrale de Fukushima dans le sol et dans la mer ne puisse être stoppée. Il n'y a pas de consensus parmi les experts sur la méthode à adapter pour atteindre un tel objectif. Et ne doit-on pas s'inquiéter alors du déversement de milliers de tonnes d'eau hautement radioactive dans l'océan? Les spécialistes connaissent-ils les effets à long terme sur l'écosystème planétaire et la chaîne alimentaire? La réponse est non, d'après certains, entre autres le professeur Wolfgang Kramp, directeur de l'Institut des sciences de la sécurité et des risques en Autriche, puisqu'un tel déversement est inédit. Et je dois aussi vous dire que les physiciens qui comprennent ce qui se passe ont longtemps cessé de manger, depuis Fukushima, ont cessé de manger même le saumon sauvage d'Alaska. Une étude faite par le médecin Janet Sherman et le chercheur Joseph Mangano, spécialiste des effets des rayonnements radioactifs, a trouvé qu'entre la mi-mars et la fin juin 2011, le nombre de cas d'hyperthyroïdie congénitale avait augmenté de 28% sur la côte ouest des États-Unis. Et cet été, donc l'été 2023, le Japon prévoit de rejeter des eaux usées et contaminées provenant de la centrale nucléaire de Fukushima et de les rejeter dans la mer. Et les Sud-Coréens en ont tellement peur qu'ils sont en train de stocker du sel en ce moment.
Donc, le prix du sel est en train d'augmenter là-bas. La probabilité d'un accident grave dans les prochaines décennies paraît sérieuse. Concernant le Japon, les sismologues concordent sur le fait qu'après 50 ans d'inactivité, le pays est entré dans une période d'activité sismique. Or, plusieurs de leurs centrales nucléaires se trouvent dans les zones sismiques. C'est aussi le cas dans d'autres parties du monde, par exemple en Inde. D'autres sont proches des côtes, comme aussi en Inde. Et donc, on peut se demander si il y a des accidents qui pourraient survenir dans ces endroits-là en particulier, mais aussi à la suite d'une combinaison d'erreurs humaines, de problèmes techniques, de panne du système de refroidissement, d'attaques criminelles, etc. Plus la mécanique est sophistiquée, plus les problèmes sont complexes. Par ailleurs, depuis quelques décennies, la maintenance est sous-traitée par des entreprises privées. D'après le professeur Ross Alderson de l'université de Cambridge, au début des années 2000, la centrale de traitement des déchets radioactifs de Sellafield en Angleterre a connu plusieurs dysfonctionnements, documents de déchets falsifiés, fuites de radiation dissimulées, permis d'entrée modifiés par les travailleurs et peut-être même sabotage. Les centrales nucléaires françaises aussi rencontrent régulièrement des problèmes. L'association Sortir du nucléaire rapporte que plus de 10 accidents entre juillet et décembre 2008 dans la région Rhône-Alpes. La quantité d'eau nécessaire à une centrale nucléaire est énorme. D'après EDF, il faut 100 000 mètres cubes par heure pour la centrale de Civaux au bord de la rivière Vienne. Et donc, la question qui se pose est: une sécheresse sévère pourrait-elle déclencher un accident? Et à l'inverse, les inondations peuvent-elles conduire au désastre? En juin 2011, The European Union Times a rapporté que la centrale nucléaire de Fort Calhoun, située dans le Nebraska, a enduré une perte catastrophique de refroidissement dans l'un de ses bassins pour barres de combustible usé inactives après que la centrale ait été inondée par l'inondation historique de la rivière Missouri. Et on n'en sait pas plus parce que même le survol de la région a été ensuite interdit. L'âge de certaines centrales fait aussi peur, je veux dire, donne des raisons d'inquiétude, car ça pourrait être bien sûr une raison supplémentaire d'accident. Toute machine a une durée de vie après laquelle elle devient source de problèmes. Et donc la question se pose: en cas de multiples accidents au cours des décennies à venir, où seront évacuées les populations? Je veux dire, y aura-t-il de la place pour elles quelque part sur Terre? Donc la question est: les centrales devraient-elles être fermées? Donc, d'après l'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan, donc je le cite: quand vous pensez aux chances d'un accident qui pourrait rendre la moitié de votre pays inhabitable, vous ne pouvez pas prendre ce risque, même si cela n'arrivait qu'une fois par siècle. Fin de citation. Mais une centrale nucléaire, une fois ouverte, comme on l'a vu, ne peut jamais être fermée, puisque la demi-vie des éléments qu'elle contienne est vraiment se mesure sur, pour nous, des éternités, et donc à cause du niveau de leur contamination dans le temps. Et puis, il y a bien sûr le problème des travailleurs dans les centrales et des riverains. Pour reprendre les propos du docteur Fairley, expert en risques radioactifs, conseiller du Parlement européen ainsi que des autorités locales et nationales de nombreux pays,
Donc, je le cite, il existe des preuves que l'exposition des riverains peut nuire à leur santé. Par exemple, une étude récente du gouvernement allemand a révélé des augmentations considérables de leucémie, 220%, et de cancer embryonnaire, 160%, parmi les enfants habitant près des réacteurs. Ces résultats sont corroborés par plusieurs études menées à travers le monde sur les leucémies infantiles près des réacteurs nucléaires. Fin de citation. Et en effet, depuis les travaux d'Alice Stewart, comme on a vu, elle est la première à avoir vraiment travaillé sur l'exposition à long terme, mais c'était à l'époque sur les rayons X. Il y a eu beaucoup d'études faites à l'exposition à faible dose de radioactivité au long terme. Ce que ces études révèlent, c'est que dans ce cas, les effets sur la santé pourraient être pires, notamment, donc je cite l'une de ces études, dans le cas d'une irradiation peu intensive, les systèmes de réparation des fonctions et propriétés des cellules affectées par l'irradiation et modifiées par l'irradiation ne sont pas activés ou sont activés à une intensité plus faible ou plus tard. Donc, en fait, l'exposition à une faible dose à long terme peut être pire que l'exposition à une grande dose pour une durée courte. Donc, la question se pose, quelle est la raison pour du nucléaire civil? Y a-t-il de puissantes pressions politiques pour que l'on passe outre les risques de radiation? C'est la question que se pose déjà le rapport de 72 sollicité par le gouvernement britannique. La raison officielle est qu'il s'agit de l'énergie propre la plus efficace dans la mesure où elle ne contribue pas à l'effet de serre et peut remplacer des combustibles fossiles bientôt épuisés d'après les chiffres officiels. Or, on a vu que cette histoire d'effet de serre ne tient pas la route, du moins est très controversée scientifiquement, alors qu'on vient de voir que l'énergie nucléaire aussi est des plus dangereuses. Donc, il y a une dénaturation ici du terme énergie propre. Et il semblerait, d'après d'autres études, que la vraie raison du nucléaire civil est le nucléaire militaire. Donc, une étude, je la cite, a mis en évidence, grâce à des recherches sur plusieurs années, que l'un des principaux moteurs de l'enthousiasme intense du Royaume-Uni pour de nouveaux réacteurs nucléaires provient des impératifs de l'élite visant à maintenir les capacités, les compétences et les activités de la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour que la Grande-Bretagne puisse construire, entretenir et exploiter les sous-marins à propulsion nucléaire qui sous-tendent son système d'armement nucléaire. En d'autres termes, le nucléaire civil permet de subventionner les activités du nucléaire militaire. Je continue de citer un autre article. En France et aux États-Unis, il s'agit d'une constatation d'une certaine importance que les liens entre civils et militaires, si évidents au Royaume-Uni, mais que le gouvernement s'efforce manifestement de dissimuler, sont en fait encore plus visibles. Le président français Emmanuel Macron a déclaré en 2020, par exemple, que opposer le nucléaire civil et le nucléaire militaire en termes de production et de recherche n'a pas de sens pour un pays comme le nôtre, ajoutant que, donc c'est Macron qui parle, sans nucléaire civil, pas de nucléaire militaire, sans nucléaire militaire, pas de nucléaire civil. Donc je continue de citer l'article. Cette déclaration fait suite à des interventions antérieures en coulisses exprimant l'importance du maintien des compétences industrielles, étant donné le souci des activités civiles, mais aussi de la défense avec la propulsion nucléaire des sous-marins et des porte-avions.
pour ne pas perdre ses capacités industrielles militaires, le rapport c'est d'après Le Billon et Fresnay en 2018, donc le rapport indique que nous ne pouvons pas arrêter de construire. Cette déclaration graphique a été parallèlement confirmée par Bernard Lévy d'EDF, qui a déclaré, donc l'article cite Bernard Lévy, nous devons continuer à construire des centrales nucléaires en France et en Europe. Si je devais utiliser une image pour décrire notre situation, ce serait celle d'un cycliste qui, pour ne pas tomber, ne doit pas s'arrêter de pédaler. Et l'article continue la même dynamique, donc le lien entre civil et militaire, c'est-à-dire le militaire étant la raison du civil, est encore plus évidente aux États-Unis. Donc, fin de citation de l'article. D'ailleurs, au lieu de mettre fin au nucléaire, on se tourne vers de nouvelles méthodes pour continuer sur cette voie. Les réacteurs classiques à fission requièrent de l'uranium. La fusion, si nous sommes un jour capables d'y avoir recours, elle requiert du lithium. On connaît ses dangers. On a de plus en plus recours donc aux réacteurs surgénérateurs, par exemple en Inde et en Russie. Les surgénérateurs sont appelés ainsi parce qu'ils produisent des neutrons rapides, mais en réalité, tous les cœurs produisent des neutrons rapides. Un réacteur surgénérateur est un réacteur qui contient à la fois un cœur et un matériau surgénérateur. Les neutrons du cœur sont utilisés pour convertir ce matériau en combustible en le transformant en un isotope capable de fissionner. La raison principale d'être du surgénérateur est de prolonger donc la durée de vie de l'uranium. Et donc, il est censé diminuer notre dépendance sur l'uranium et de produire un nouveau combustible bien plus efficace en utilisant le toxique plutonium accumulé. Il est ainsi censé résoudre le sérieux problème de déchets. Or, sur une durée longue, la quantité totale de déchets est proportionnelle à l'énergie produite, donc l'impact sera minimal sur ce problème. En fait, ils produisent ces surgénérateurs produisent plus de plutonium 239 qui, rappelons-le, a une demi-vie de 24 000 ans et qui peut être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. Donc, la raison de ces surgénérateurs serait-elle à nouveau militaire? Par ailleurs, ils utilisent comme liquide de refroidissement du sodium liquide, qui est un métal très dangereux. Il explose au contact de l'eau. En effet, l'eau utilisée dans les réacteurs classiques est remplacée par des métaux liquides et donc le cœur ne pourra pas stopper en cas de perte de refroidissement. Donc, les multiples tragédies, la précipitation vers des applications en oubliant de se poser les questions évidentes, bien sûr, rien de tout cela n'était inévitable. On a toujours le choix, comme je l'ai dit. Bien avant que le projet de la bombe atomique n'ait été envisagé, une personne a reconnu l'impact nuisible des rayonnements sur la santé et a pris les mesures appropriées. Suite à de graves problèmes qui devaient éventuellement coûter la vie de son assistant et à ceux dont il a lui-même souffert, Edison a cessé toute expérience avec les rayonnements. Selon ses propres termes, donc je cite Edison, j'ai cessé d'expérimenter avec eux, c'est-à-dire les rayons X, quand Dali, mon assistant, a pratiquement perdu l'usage de ses deux bras. J'ai peur du radium et aussi du polonium et je ne veux pas jouer avec. Mais malgré ce constat sombre, je voudrais terminer sur une note d'espoir. En 1979, il y a eu le fameux accident du 3 Mile Island en Pennsylvanie, aux États-Unis. D'après les chiffres officiels, il n'y a pas de morts. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas savoir sans une étude sur la durée qu'est-ce qui se passe. Pour
et rassurer les habitants en aval de la rivière Susquehanna, où se trouvait le réacteur qui a explosé. La centrale avait dépêché le docteur Webster pour les garder au courant de l'évolution. Or, les gens ont su peu à peu que ce docteur Webster n'était qu'un technicien qui répétait ce qu'on lui disait de dire. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une grande réaction publique, et pour faire face à cette colère des citoyens, le gouvernement fédéral a dépêché sur place une équipe d'experts internationaux. Un journaliste a réussi à mettre un micro dans la salle où il discutait, et c'est ainsi qu'on a su que ces experts étaient désespérés et très inquiets et n'avaient aucune solution à proposer. À l'époque, officiellement, on avait dit que la probabilité d'une fusion du cœur d'un cœur de réacteur était de 1 sur 1 million. Or, après quelque temps, quand ils ont pu envoyer une caméra pour filmer ce qui se passait dans le réacteur, parce qu'au début c'était trop chaud, la chaleur était trop élevée, on ne pouvait rien envoyer. Ils ont vu qu'il y a eu une fusion, donc la probabilité est passée de 1 sur million à 1. Et depuis, donc à l'époque, je crois dans les années 80, il y a eu 2 films, China Syndrome, sur les pires conséquences d'une fusion d'un cœur de réacteur, et Silkwood, qui est basé sur l'histoire vraie de Karen Silkwood, qui travaillait dans une usine de traitement des déchets radioactifs. Elle avait dénoncé la corruption parce que les photos du système de sûreté qu'on montrait au public étaient des fakes. Karen Silkwood a été assassinée. Et depuis, aux États-Unis, il y a eu une démystification de la technologie qui a commencé dans l'esprit du public. Les scientifiques et ingénieurs proches des grands projets ont été décrédibilisés. Leur faillibilité a été mise au grand jour. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le pays initiateur du développement des applications civiles de l'énergie nucléaire à la suite du projet Manhattan a mis un bémol à ces applications. Et peu à peu, à travers le monde, une grande suspicion, non seulement pour le nucléaire, mais pour d'autres technologies, augmente depuis cette époque, peu à peu. En fait, ce qu'on voit même aujourd'hui, personne ne fait entièrement confiance à l'informatique, et l'intelligence artificielle est de plus en plus critiquée. Un sondage récent aux États-Unis, bien qu'il faut pas se fier aux sondages, même lorsqu'elles vont dans notre sens, montrerait que la majorité des Américains ne veulent pas d'une identité numérique et d'un monde numérisé. Donc, en fait, il y a de plus en plus, malgré le fait que nous traversons une période régressive, de plus en plus une suspicion des peuples pour toute cette technologie sans laquelle un contrôle centralisé ne peut être possible. Et malgré les apparences, malgré tout ce que nous vivons, je dirais que l'homme est en train de retrouver son humanité, de réaliser peu à peu que sa technologie lui échappe, et tenter qu'il n'ait jamais perdu son humanité. Ok. Écoute, merci beaucoup, Hormis. Ça m'a rappelé des souvenirs de tous ces noms de physiciens que tu as évoqués que j'ai entendus pendant mes cours de mécanique quantique en prépa. Yeah, oui. Okay. Et puis, j'ai réalisé que j'avais été près du laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique. J'avais visité le parc national de Bandelier National Park, qui est à côté de Santa Fe. C'est à
c'est à quelques centaines de mètres ou 1 kilomètre peut-être de Los Alamos. Donc peut-être qu'il y a encore des déchets radioactifs qui traînent dans le coin. Bon, voilà. C'est pour ça que je brille. Voilà, on va dire. Et donc ta vision finalement est assez négative de l'énergie nucléaire civile. Ouais. La fission, tu l'as un peu évoqué. Tu imagines que c'est quelque chose qui pourrait exister à l'avenir? Pardon, oui, fusion, je veux dire. La fusion, oui. Ouais, fusion, pardon. Même si elle peut exister, comme je dis, il Il y aura des faudra problèmes. du lithium, donc le Ouais. lithium est dangereux en soi. D'accord. Après, Donc, il y a des dangers dans toutes les technologies. Et alors, même si on a parlé ensemble lors d'une émission sur le changement climatique, même s'il n'y a pas de danger de ces gaz dits à effet de serre, il y a quand même des dangers de pollution issus de la combustion de ces combustibles fossiles, entre guillemets. Donc, comment on fait? C'est quoi la solution? non, mais le problème, c'est que les déchets nucléaires, eux, ils peuvent durer des millions d'années, des Bien milliers sûr, d'années, au bien moins sûr. pour certains, des millions Mhm, pour d'autres. Donc, mhm. contrairement à toute autre pollution, c'est pas une pollution qui va s'arrêter. Donc, et une Absolument. fois créée, on peut plus arrêter la radioactivité de ces matériaux. Donc, c'est ça la différence entre le nucléaire et Mhm. les autres types de Ouais, pollution. ouais. Ok. Et tout d'abord, il faudrait, et c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Donc, il faudrait tout d'abord, on n'a pas besoin de tant d'énergie. On n'a pas besoin de cela. Donc, il faut réfléchir sur une société qui a besoin de moins d'énergie, puisque Ouais. les citoyens ordinaires, eux, ils n'en utilisent même pas 25%. Ce sont les chiffres récents Mhm. des États-Unis. Donc, dans le reste du monde, ça doit être encore moins. Donc plus de 75% est utilisé à d'autres fins. Donc, Mhm. et en fait, de plus en plus, ça également, c'est prévu, la plus grande partie de l'énergie va être utilisée par l'industrie de la télécommunication. Mhm. Euh, la télécommunication, on sait, c'est la 5G, la 6G, tout ça. Donc, on n'a pas besoin de cela, et surtout pas pour la centralisation ou la surveillance, mais on n'en a pas besoin. Le citoyen ordinaire n'a pas besoin de la 5G, elle n'a pas besoin de toute cette télécommunication. Donc voilà, on n'en a pas besoin. Donc on a suffisamment, je crois, de possibilités de produire de l'énergie pour une société où tout le monde vivrait bien. Mhm. Ok. Ok. Après, ça, ce lien que tu as fait entre l'énergie nucléaire civile et militaire est très importante et pas assez connue, je pense. Ouais, Et cela dit, en France, moi, j'ai bossé au CEA, au commissariat à l'énergie atomique et aux ouais, énergies alternatives, euh, juste après ma thèse en 2011-2012. Et, euh, et donc, il y a bien un centre de CEA, enfin même plusieurs, il me semble, militaires, hein. ouais. Donc, il y a des Ouais, centres ouais. civils et des centres militaires, hein, et disons que les deux travaillent main dans la main, hein, malgré tout, hein. Donc, Ouais. voilà, c'est vraiment, vraiment très, très lié l'énergie civile et militaire dans le nucléaire. OK. Ouais. En tout cas, merci à toi, Urmi, pour ce troisième épisode sur les ondes électromagnétiques, et donc là, qui était consacré aux rayons ionisants, donc au nucléaire. Et écoute, c'était donc la fin de nos émissions ensemble. Donc, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Et puis, merci à tous d'avoir été présents avec nous pour ces différentes émissions sur des sujets aussi variés que le changement climatique, la variole et, les rayonnements électromagnétiques et d'autres encore. En tout cas, merci à toi, Urmi, et puis à bientôt pour la suite. Merci à toi, Jérémy, de m'avoir permis de parler pendant tous ces mois-ci. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, je ferai des émissions moi-même séparément avec quelqu'un qui s'occupera de la partie technique, et que je remercie vivement pour l'aide qu'il va m'apporter. Et voilà, donc je continuerai les émissions sur divers sujets. En même temps, je veux m'adresser à tout le monde, pas seulement aux gens qui se disent
qui critiquent la politique sanitaire. Les sujets seront divers et variés. Je veux donner la parole à beaucoup de gens, à ceux qui sont vraiment les meilleurs dans les divers domaines que j'aborderai. Donc parfois les interviews seront, la plupart, quand je ferai des interviews, ils seront en anglais, mais cet ami les mettra des transcripts en français. Et sinon, je ferai des émissions, comme j'ai dit, très pédagogiques, plus courtes aussi, et sur divers sujets, parce qu'il faut vraiment qu'on... comme je l'ai appliqué la dernière fois, il y a bien sûr le problème des ondes électromagnétiques, mais il y a un autre sujet dont je veux débattre, c'est comment empêcher la concentration de l'argent en seulement quelques mains. Et il y a peut-être une solution, il faut que j'étudie la question, elle est très peu étudiée. Et voilà, donc il y a des possibilités de s'en sortir, il faut garder espoir. Et l'humanité s'en sort toujours, donc il ne faut absolument pas avoir peur sur ça. C'est simplement une question de temps, pas de si on s'en sortira. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Écoute, merci pour ce message d'espoir et pour cette annonce de la suite donc de ton côté. Ah, oui, et je voulais aussi dire que il y a aussi, j'espère que ça continuera. Je ferai, j'ai fait deux émissions avec Vincent et Bertrand, que je remercie aussi beaucoup de me donner parole des temps d'antenne. Donc, avec eux, je continuerai de faire des émissions qui sont plus des discussions. Okay. Voilà. Ça marche. Très bien. Bah, écoute, merci à toi, Ormi. Merci à tous et bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.